Peu de gens prennent ensuite la peine de se demander l'origine, et j'aime toujours rappeler qu'en mars 2000, les Nations Unies ont publié un document intitulé Migration de remplacement. Cette solution au vieillissement démographique est-elle efficace? Est-ce une solution pour les sociétés vieillissantes? Et il est indiqué combien de millions de personnes devront immigrer en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis au cours des 25 prochaines années pour maintenir le produit intérieur brut au niveau souhaité. Comme je l'ai dit, c'était en mars 2018 mois plus tard, le 11 septembre, et la guerre contre le terrorisme ont commencé. Et on a abandonné la démocratie partout où on n'en voulait pas et où l'on soupçonnait la présence de terroristes. Ainsi ont commencé les flux de réfugiés. Et il a donc fallu 24 ans pour que cela conduise dans les pays européens aux situations correspondantes, qui font maintenant qu'on a un levier politique pour mettre en place des choses comme une identité électronique ou une vérification de l'âge. Tom, j'ai toujours aimé t'écouter dans le passé parce que, après tes conversations, je n'avais jamais l'impression que tu donnais des réponses. Après cela, j'avais toujours plein de nouvelles questions en tête. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais que nous recommencions à poser des questions. Les réponses qu'on nous donne dehors ne tiennent pas debout. Je suis convaincu, Tom, que l'avenir sera formidable, mais seulement pour ceux qui posent les bonnes questions, qui restent un peu paranoïaques, qui restent éveillés, qui continuent à questionner, qui creusent de plus loin et qui ne se contentent pas de ce qui est vendu comme la vérité officielle. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir cette conversation. Je suis heureux que tu sois là aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça me fait également plaisir. Tom, nous vivons dans une société épuisée. Les visages sont fatigués, tout le monde est irrité, la plupart sont vides. Et chaque jour, il se passe quelque chose d'important. Des guerres, des crises, des scandales. On nous distrait avec des infos bon marché, tandis que les grandes histoires avancent discrètement. Tu penses, Tom, que c'est un système pour nous hypnotiser, nous garder dans la peur jusqu'à ce qu'on ne puisse plus résister? Oui, je le crois. Alors, ceux qui ont suivi ma conférence actuelle, par exemple, lors de la tournée de lectures ou de conférences, savent que j'ai beaucoup parlé de programmer versus informer. Et la perception de la réalité dépend en grande partie de ce que tu perçois. Aujourd'hui, la plupart des gens perçoivent le monde via des écrans. Nous passons beaucoup de temps devant LED, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. Et ce qu'on nous vend là, c'est justement un Truman Show, comme s'intitulait mon livre précédent. Pratiquement rien de ce qu'on nous montre n'est réel, c'est une réalité médiatique soigneusement sélectionnée. Et bien sûr, cette réalité a en grande partie pour but de nous faire peur, de nous rendre apathiques, impuissants et seuls. Le récit médiatique dominant cherche à nous enfermer pour rendre l'individu impuissant et valoriser uniquement le collectif, la société, le grand tout. Bien sûr, c'est totalement faux. Et d'autre part, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas le contenu de l'information qui pose problème en premier lieu, mais la quantité d'informations. Le centre cérébral de l'homme n'est pas conçu pour traiter chaque jour une nouvelle affaire qui fait le tour du village. Autrefois, les scandales qui étaient d'une certaine ampleur restaient dans les médias pendant des semaines. Ils faisaient l'objet de discussions pendant des semaines, que ce soit dans les cafés ou au travail. Aujourd'hui, un scandale du matin est déjà oublié le soir. Il en faut un nouveau car celui du matin a disparu des timelines Twitter et autres. Et c'est une telle vitesse que tu peux faire défiler sans fin. Tu n'es pas submergé par le contenu de l'information, mais simplement par la quantité. Et bien sûr, il existe suffisamment de littérature bien documentée ou de déclarations des grands pontes de la Big Tech, de Sean Parker à Jack Dorsey, qui admettent à eux-mêmes que c'était exactement le but de la Big Tech et qu'ils l'ont quand même fait. Et bien sûr, derrière la Big Tech, il y a toujours les services secrets, car aucune de ces entreprises, ce n'est pas un secret, on le trouve dans les grands médias. Au cours des 15 dernières années, on peut le chercher partout. Il existe de nombreux articles comme comment la CIA a créé Google ou comment la Defense Advanced Research Projects Agency a créé la Silicon Valley. Ces articles de Forbes et d'autres sources révèlent à la fois l'influence des services secrets et du complexe militaro-industriel. Et bien sûr, ils utilisent réellement les réseaux sociaux, comme Google l'a officiellement indiqué dans une fuite sur une diapositive interne, pour programmer les gens comme des algorithmes. On crée un esprit de ruche et tout le monde discute, favorise ou combat en fait la même chose, à savoir ce qu'ils perçoivent à travers les plateformes. Et cela a très peu à voir avec la véritable réalité. Ton raisonnement est vraiment solide, Tom.
J'ai lu que ce que les générations passées assimilaient en un an, les générations actuelles doivent parfois le traiter en une semaine. Donc une surcharge absolue que tu viens de décrire de manière très juste. Si on regarde autour de nous, en Allemagne, Tom, on voit des visages de personnes qui se démènent et qui, malgré tout, n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Qu'en penses-tu? Combien de temps les gens ici en Allemagne vont-ils encore supporter cela? Bonne question. Je ne suis pas fan des prévisions, mais j'ai l'impression que les Allemands sont très endurants et supportent courageusement ce qu'on leur fait. Moi, j'ai déjà émigré il y a plus de 15 ans parce que j'avais peur ou je craignais que l'Union européenne devienne un monstre totalitaire. Et on le voit maintenant que sous des labels comme Democracy Shield et d'autres termes euphémiques, la censure et le totalitarisme sont mis en place. Et en fait, je pensais qu'au moins des sujets comme il y a de l'identité numérique ou des choses similaires provoqueraient une résistance dans la population plus large. Ce n'est pas un sujet politique partisan, ni de gauche ni de droite, ni les Verts contre l'Union chrétienne démocrate. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Il s'agit d'un état de surveillance et d'identité numérique biométrique avec des conséquences obligatoires. On peut même l'entendre chez Yuval Noah Harari, qui a expliqué récemment dans une interview comment fonctionne le système de crédit social en Chine et comment il fonctionne et se met en place actuellement dans le monde américain. Nous sommes déjà concernés, donc avec la Shufa, est déjà très transparent, où Infoscore et d'autres portails permettent déjà aux entreprises et aux États d'obtenir de nombreuses informations sur toi en arrière-plan. Palantir et Clearview Intelligence Artificielle ne sont même pas encore pris en compte, ce qui annonce une direction très sombre. Et j'aurais pensé ou j'aurais supposé que justement le sujet de l'identité électronique provoquerait un shitstorm à travers tout le spectre. Parce qu'on ne veut pas accepter et on n'acceptera pas que l'État et les grandes entreprises, c'est ça le coopératisme, nous espionnent de A à Z. Et à la fin, ce que nous connaissons aujourd'hui comme de l'argent avec lequel nous sommes rémunérés pour notre temps de travail, cela sera remplacé à l'avenir par des crédits carbone ou des crédits sociaux. Et ils deviendront de plus en plus importants, car tu seras évalué en fonction de ton empreinte carbone, et ainsi de suite. Donc, le fait que les gens ne puissent pas abstraire cela, et qu'ils ne commencent pas à être, comme lors d'Occupy Wall Street, transversaux, au lieu de regarder à gauche ou à droite, mais plutôt vers le haut, c'est très triste. En Allemagne, surtout, il me semble, et j'ai aussi eu cette impression lors de ma tournée de conférences en Autriche, dans de nombreux endroits, que les gens, même une bonne partie de ceux qui se sont informés, restent en grande partie dans une certaine apathie et agonie et ont le sentiment que la bataille est déjà perdue et que ceux d'en haut ont gagné. Bien sûr, c'est absurde. Le pouvoir a toujours été entre les mains de la majorité. Nous sommes 99,9% et nous avons le pouvoir. Les autres essaient, c'était pourquoi nous voyons autant de propagande et de récits chaque jour. Les autres essaient de conserver leur pouvoir, et cela bien sûr par tous les moyens. Et à la fin d'un système, cela devient de plus en plus totalitaire, parce que bien sûr la masse finit par se réveiller et réalise ce qui se passe. Tromperie, vol, corruption et guerre. Et d'un autre côté, les gens sont en grande partie, surtout en Allemagne ou en Autriche, manifestement dans une attitude défensive. Et ils pensent là que tout est déjà joué, qu'on ne peut rien faire. Et bien sûr, c'est une attitude fatale à la fin. Il y a deux choses, Tom, qui me rendent toujours méfiant. Quand quelque chose est implanté dans ton cerveau comme un mantra, comme par exemple avec le récit autour du coronavirus, ou quand on ne parle absolument pas de quelque chose. Comme par exemple maintenant avec l'identité électronique ou d'une certaine manière avec l'euro numérique qui va aussi être introduit très très bientôt. Tu évoques un avenir dystopique. Selon toi, quelles seraient les premières étapes vers cela? Parle-t-on d'1 à 3 ans, voire 3 à 5 ans? Quelles chaînes seront bientôt resserrées? Je pense que les gens doivent comprendre que cette identité électronique est justement le fondement de tout ce qui va suivre. C'est l'élément central d'une dystopie numérique où nous avançons en somnambule, à moins de comprendre le potentiel que cela offre à la caste dirigeante, au 0,01 ou 1% selon la définition. Parce que de nombreux aspects dépendent ensuite de l'identité électronique, notamment pour ceux qui se sont penchés sur des sujets comme le graphe Facebook. C'est ton profil, tes contacts et ceux de leurs contacts jusqu'au 10e niveau. C'est une vaste cartographie de ton environnement social, de tes préférences d'employeur, de musique, de voyage, créant un large profil sur toi.
Et il en va de même, au final, avec l'identité électronique. Toute personne qui possède un smartphone avec un système d'exploitation Android ou iOS et qui a un portefeuille citoyen dessus sera finalement entièrement cartographiée via cette identité électronique, y compris l'ensemble de son réseau social. Des éléments seront liés à l'identité électronique, comme l'indiquent diverses déclarations. Je viens de republier un article sur ce sujet sur mon blog que l'on peut lire. J'y redécris le sujet et recite l'allemand. Comment s'appelle leur ministre fédéral du numérique? Et puis ici en Suisse aussi, il y a déjà eu des déclarations disant que les prochaines étapes du processus peuvent maintenant être lancées. L'identité électronique y est comprise, je cite, comme un processus auquel d'autres fonctions peuvent être rattachées. Et ces autres fonctions sont, bien sûr, sans aucun doute, l'argent numérique, sous quelque forme qu'il arrive, que ce soit ton truc Bitcoin ou tes portefeuilles et monnaie privée que tu veux utiliser. Mais c'est bien sûr aussi tout ce qui concerne les stablecoins, c'est aussi l'euro numérique, qu'ils viennent de la banque centrale ou d'une banque privée. Donc ton argent y sera lié, ainsi que le dossier médical électronique, les permis de conduire numériques et tous tes réseaux sociaux, donc toutes tes interactions. La Grèce fait cela depuis le début de l'année 25 là-bas. Les numéros d'identification fiscale sont liés aux comptes de réseaux sociaux pour la vérification de l'âge. On peut aussi le vérifier par soi-même. Et maintenant, il y a 17 pays, je crois, qui au cours des 2 à 3 dernières semaines ont adopté des lois sur l'identité électronique. Ce déploiement mondial synchronisé n'est pas un hasard car il fonde tout ce qui suivra. Une fois qu'on a dit oui à cela, malheureusement, on est piégé dans ce système. Je n'ai jamais vu qu'on puisse se désinscrire de ce système. Donc il faudrait probablement aller jusqu'au tribunal fédéral ou à la Cour suprême ou trouver d'autres moyens pour en sortir. En Autriche, lors de mes conférences, on m'a indiqué qu'environ 50% de la population possède déjà cette identité électronique. Parce que sinon, par exemple, on ne peut presque plus travailler comme enseignant ou dans une administration, alors ça devient très critique. Donc je suppose qu'à partir de l'identité électronique, 2 scénarios sont possibles. Le scénario le plus souhaitable est la cyberpandémie, annoncée depuis longtemps par le Forum économique mondial, et d'autres, où il y aurait possiblement un bank holiday, comme en 1929 aux États-Unis. En résumé, le système est arrêté 2 semaines. Pas de SWIFT, ni de terminaux ou guichets bancaires. Mais dans ce cas, il n'y a ni supermarché ni station-service, car tout dépend des systèmes de paiement électronique. Si ce système tombe en panne 2 semaines, c'est le Moyen-Âge ici. Parce que la plupart des gens n'ont pas de réserve chez eux et ne peuvent pas utiliser d'autres moyens de paiement. 80% des gens seront alors complètement démunis. Et si, après ces 2 semaines, on annonce finalement que l'État a maintenant mis à disposition le portefeuille citoyen, on peut le télécharger et recevoir une aide d'urgence de 1000 ou 2000 euros numériques versés par sa banque habituelle. La plupart des gens accepteront alors cela pour retourner au supermarché le lundi quand il rouvrira et acheter de la nourriture. Et c'est encore le scénario souhaitable parce que la variante B, c'est si cela ne fonctionne pas ou si pas assez de gens y répondent, les projets ne fonctionnent que si environ 70 à 80% des gens y participent. Si cela échoue, le dernier ressentiment mène à la guerre. Nous l'avons vu à Bretton Woods. Et un changement aussi important et disruptif que l'introduction d'un nouveau système financier mondial ne peut être réglé et instauré que par une disruption qui met les gens dans une grande détresse. Donc celui qui ne s'est pas penché sur la question, qui n'a pas pris de précautions, qui ne possède pas de capital alternatif sous forme de capital ou de capital social, des personnes sur qui compter, avec qui vous avez un réseau social et qui permettent d'éviter le supermarché plusieurs mois, ils seront rapidement piégés dans ce système. Et une dernière phrase à ce sujet, ce ne sont pas des scénarios futuristes, on peut déjà le voir dans mon article actuel que je recommande à la lecture, Offensive orbitale. On y voit par exemple comment climatetrace.org prépare déjà le budget de dioxyde de carbone pour chacun en surveillant l'ensemble de la planète. On peut zoomer sur chaque ferme et suivre ses émissions de dioxyde de carbone, qui seront bientôt tarifées en temps réel. L'Union européenne a lancé un portefeuille ou code produit numérique, un système de crédit social pour chaque produit qui exigera d'ici 2030 des formalités ingérables pour les petites entreprises sans bonne gouvernance ou l'aide de cabinets de conseil. Et au Schleswig-Holstein, dès mars 2025, on avait déjà lancé un climaton où les citoyens pouvaient volontairement, de façon ludique, télécharger une application, la 2.0 App, et ensuite mesurer volontairement leur empreinte carbone dans un défi avec leurs voisins. Et c'est volontaire et ludique jusqu'à ce que ça ne le soit plus bientôt.
Ton raisonnement est vraiment solide, Tom. J'y reviens dans un instant. L'alternative pour l'Allemagne est à 27% et je suis sûr que ce sera pareil aux prochaines élections fédérales. L'alternative pour Deutschland sera certes en tête en chiffres absolus, mais tous les partis vont d'une manière ou d'une autre s'unir pour empêcher à nouveau l'alternative für Deutschland d'accéder au pouvoir. Je me demande si l'alternative für Deutschland transformera cette frustration en vrai changement ou si nous glisserons vers un terrain d'expérimentation autoritaire. En t'écoutant, on dirait une campagne menée par 130, 140 pays avec de nombreuses initiatives. Selon toi, comment sera la prochaine vague en Allemagne ? C'est une campagne très orchestrée. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit de 193 pays, c'est-à-dire tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ont tous signé les objectifs de développement durable. Et l'agenda commun, le pacte numérique mondial et tous ces beaux programmes que nous avons vus l'année dernière et cette année. Donc c'est la même chose partout. En Russie, une monnaie numérique et un crédit social sont instaurés comme en Chine et bientôt dans l'Union européenne. L'Union européenne est un projet pilote d'État bloc à monnaie unique. Et c'est bien sûr le rêve humide d'un banquier central, surtout s'il vient de la Banque centrale européenne, qui est censée être indépendante. En réalité, elle est simplement au-dessus de la loi et n'a aucun compte à rendre aux gouvernements nationaux. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et la Banque des règlements internationaux à Bâle, c'est pareil. Donc c'est une campagne très orchestrée. Ainsi, ramenée à l'État-nation, il faut d'abord admettre que celui-ci est depuis longtemps obsolète. Ce n'est en réalité plus qu'un spectacle pour la population où des gens à la télévision nous montrent ce que nous sommes censés croire pour discuter justement de la gauche, de la droite ou de marginalité comme 5 € d'impôts en plus ou en moins, ou des questions de personnes, oui, Merz contre quelqu'un d'autre, mais tout cela, au final, ce ne sont que des feux de paille, des manœuvres de diversion, et cela détourne l'attention des véritables sujets. Et si maintenant, à propos de l'alternative für Deutschland, quelqu'un d'autre est élu, il n'aura pas non plus de marge de manœuvre pour s'opposer aux constructions supranationales. Tant qu'un homme politique n'affirme pas vouloir quitter l'Organisation des Nations Unies, pas seulement l'Organisation mondiale de la santé, mais bien l'Organisation des Nations Unies qui, avec plus de 72 sous-organisations, instaure déjà une gouvernance mondiale proche d'un gouvernement mondial. Ce n'est pas obligatoire car ce n'est pas nommé ainsi. Mais ce système est déjà de facto tellement puissant que l'État-nation n'a en réalité plus rien à dire et devient obsolète. Et si un homme politique ne parle donc pas de vouloir sortir de l'Organisation des Nations Unies, et deuxièmement, de vouloir introduire une monnaie sans dette ni intérêt et de se libérer de cette servitude de la dette envers les banques centrales, alors soit il n'a pas compris le système dans lequel nous vivons, soit il en profite. Et personne de l'alternative für Deutschland ou d'un autre parti n'a jamais rien dit dans ce sens. Oui, je veux sortir de l'Organisation des Nations Unies et je souhaite que nous introduisions un moyen de paiement comme le greenback à l'époque aux États-Unis, qui était émis par l'État, mais qui n'était justement pas emprunté à une banque centrale contre intérêt. Cette dette publique, regardez l'Amérique. Ils en sont à 33 trillions de dollars. Ces dettes ne sont pas faites pour être remboursées. Elles sont faites pour maintenir le pays dans la servitude de la dette envers un cartel bancaire qui opère sur plusieurs générations et qui sait très bien ce qu'il fait. Ainsi, je doute qu'un parti comme le Alternative für Deutschland puisse changer quelque chose. Sur le terrain, j'ai déjà employé cette analogie ou métaphore. On ne peut pas gagner un match si on joue sur le terrain de l'adversaire. Avec son arbitre et selon ses règles, il faut quitter le terrain et créer son propre terrain de jeu, alors on peut gagner. Mais pas si on reste sur le terrain de l'adversaire, avec son arbitre et ses règles. Dans ce cas, on ne peut agir que dans la mesure du possible sur ce terrain. Et aujourd'hui, dans ce coopératisme supranational que nous avons déjà depuis longtemps, cela ne représente pratiquement rien. Donc, de ce point de vue, j'ai plutôt peu d'espoir. L'analogie avec le terrain de jeu est très pertinente. Passons-nous alors d'une expérimentation socialiste à un modèle autoritaire, puis peut-être vers un modèle plus libre, voire libertaire. Est-ce l'avenir en quelque sorte ? Oui, je pense aussi que les termes socialistes et communistes, souvent employés, ne conviennent pas vraiment. Parce que si on a lu Tragedy and Hope de Carol Quigley, ce que je recommande vivement, ou bien son livre The Anglo-American Establishment, alors on comprend très vite que peu importe l'idéologie, communisme, fascisme, socialisme, cela n'a aucune importance pour la caste dirigeante, c'est-à-dire les cartels bancaires et ce 0,01 ou 0,1%, peu importe l'idéologie qui domine,
car au final, le but est toujours de maintenir les gens dans ce paradigme, de leur faire croire que voter sert à quelque chose et qu'il faut opposer la gauche à la droite. Ce que nous voyons réellement, c'est le collectivisme. Au final, il s'agit de collectivisme parce que on essaye encore une fois de nous faire croire que le collectif, que la société prime sur l'individu. Et ça, c'est toujours faux. Donc, celui qui a lu Emmanuel Kant et qui connaît l'impératif catégorique sait que l'individu et ses principes moraux doivent toujours primer. Sinon, cela dérive toujours vers un concept malsain où, à la fin, une caste dirigeante dicte au collectif et peut alors justifier la violence ou la répression en disant que c'est nécessaire pour le bien commun. Comme pendant le coronavirus, des droits ont été retirés sous prétexte de protéger le peuple. C'est le même argumentaire que les nazis utilisaient ou les communistes. Donc, pour cette raison, toute cette façon de penser en termes d'isme n'est vraiment pas assez constructive pour moi. Nous sommes dans un collectivisme. Et il suffit d'écouter Larry Fink, qui a lui-même dit « Nous aimons les systèmes autoritaires ». Le marché préfère les systèmes autoritaires car ils sont très prévisibles. Là, on a un dictateur ou une caste qui dirige tout. Et tant qu'ils sont bien arrosés, ils font ce qui leur convient, mais aussi ce qui convient aux banques centrales et à l'oligarchie financière. Donc nous sommes dans ce collectivisme. Et pour en venir à la deuxième partie, comme à savoir comment en sortir, ce système est invincible. C'est trop grand, trop puissant, trop ancien, trop bien armé, beaucoup trop ramifié et enraciné dans tous les aspects de la société. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est développer des structures parallèles. Si des personnes comme toi et moi décident un jour de payer leurs mécaniciens avec de l'or, de l'argent, du bitcoin ou des comptants, nous trouvons d'autres modalités de transaction avec lesquelles nous faisons du commerce. Nous trouvons d'autres plateformes comme Nosta sur lesquelles nous pouvons publier et nous ne dépendons plus de l'économie de plateforme des big tech et compagnie. Et si nous arrivons à utiliser des systèmes d'exploitation alternatifs, comme Linux et Grafana, systèmes d'exploitation à grande échelle, il existe des solutions et des options pour tout. Pour une société libre qui respecte l'individu et ses principes moraux, le problème, c'est que trop peu de gens prennent la peine de les utiliser pour commencer, car cela demande un peu de travail et la plupart des gens restent sur YouTube et ne vont pas sur Odyssey. Et beaucoup croient que Facebook ou Twitter sont Internet, alors qu'ils ne sont que des plateformes. Internet, c'est des sites web et des Uniform Resource Locator. Le plus simple pour obtenir des infos le matin est d'utiliser un lecteur RSS, souvent open source, malgré leur ancienneté. Et comme je l'ai dit, si nous voulons façonner un avenir dont je suis convaincu qu'il sera bon, il faut que plus de gens reconnaissent la responsabilité individuelle, l'effort nécessaire et l'utilisation immédiate des solutions, car il sera sans doute bientôt trop tard. Même chez les personnes qui, je dois toujours le rappeler, pensent que Bitcoin est la panacée et la seule chose qui puisse aider, ils devraient jeter un œil aux règles de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui entreront en vigueur à partir de 2027, et voir quelles réglementations attendent, par exemple, les portails médiatiques indépendants qui acceptent les dons en Bitcoin. Ils devront publier les noms des donateurs sur leur site. Et il y a encore plusieurs autres choses de ce genre. Récemment, quelques banques ont de nouveau restreint ici les crypto-monnaies que l'on peut échanger, et ainsi de suite. Donc il faut être créatif et construire des systèmes alternatifs. Et ce, dès maintenant, ou utiliser ceux qui existent déjà pour les renforcer, car autrement, on ne sortira plus de ce système. Et une fois qu'on a l'identité électronique et qu'on l'a utilisée pendant quelques années, il sera d'autant plus difficile de participer à une société alternative parallèle et florissante. Par exemple, Bill Gates vient de dire que les personnes qui n'ont pas d'identité électronique seront exclues de la société. Très bien, alors je préfère être exclu et vivre dans la société dans laquelle je vis depuis que j'ai 16 ans, c'est-à-dire avec ceux avec qui je commerce et organise mes affaires. Je n'ai pas besoin d'un système qui me dicte comment faire les choses et qui m'empêche de m'épanouir moi-même. La devise sur cette chaîne est « Ne fais confiance ni aux révolutionnaires politiques, ni aux politiquement corrects. Fais-toi confiance à toi-même, car c'est le véritable acte de rébellion. » Alors tu n'es plus séduisible, tu n'es plus manipulable. Cela conduit, dans le meilleur des cas, à une liberté intérieure, à une liberté financière, et alors tu peux prendre ta vie en main toi-même. Mais beaucoup ont aussi du mal à assumer leur part de responsabilité. Quelles sont les 3 recommandations d'action très concrètes que tu donnerais à ces personnes pour sortir de cet état de choc? Simplement parier sur soi-même et arrêter de courir après n'importe quel leader là dehors.
Je pense que le plus important, c'est de connaître ses principes moraux et ses lignes rouges, car en général, ce sont de bons remparts contre l'influence extérieure. Donc si je sais que l'identité électronique est ma ligne rouge, que je ne l'accepterai jamais, que je ne m'y inscrirai jamais, peu importe les conséquences, alors c'est un principe établi pour l'individu, peu importe la pression extérieure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cela peut devenir inconfortable ou entraîner la perte de certains services, mais tout cela m'est égal. J'ai pris une décision de principe et je m'y tiens. Je ne me laisserai pas embarquer dans ce système pour une identité numérique et je trouverai alors, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, des moyens alternatifs pour me procurer de la nourriture, directement chez le paysan en échange de quelque chose d'autre, ou je m'organiserai autrement. La télécommunication peut aussi se faire autrement. Si Internet m'exclut, j'utiliserai d'autres moyens. Cependant, il existe des solutions créatives. C'est pour la communication à courte distance, on utilise la radio citoyenne avec les gens autour, et pour d'autres choses, il y a Reticulum, etc. Il y a beaucoup de projets dans ce domaine. Donc, des principes moraux, il faut savoir ce que l'on veut ou non et s'y tenir en toutes circonstances. C'est l'essentiel. C'est le rempart contre la propagande, l'influence extérieure, le nudging et la tyrannie. À condition aussi d'avoir le courage d'assumer les conséquences. Et c'est avec cela qu'il faut se confronter. Deuxièmement, être préparé. Certaines personnes pensent toujours que lorsque je parle de ces sujets et que je détaille tout cela, que c'est du journalisme black pill, parce que je suis totalement pessimiste et que je fais peur à tout le monde. Les gens n'ont tout simplement pas compris ce que je cherche à faire et n'écoutent pas vraiment. Ce qui m'importe avant tout, c'est d'être préparé, parce que je préfère savoir ce qui va arriver. Comme ça, je peux prendre des mesures à temps pour éviter d'être pris au dépourvu, comme avec un supermarché fermé ou de l'argent disparu à la banque, etc. Je veux être préparé dans ce genre de situation, avoir des provisions, des moyens de paiement alternatifs, un cercle d'amis ou un environnement social avec lequel je peux interagir à tout moment, sous n'importe quelle forme, grâce à des méthodes de communication alternatives, etc. En Suisse, la législation sur les armes est aussi libérale. On a la possibilité de se préparer à l'autodéfense, on peut suivre des cours, on peut apprendre des langues. La seule chose sur laquelle on peut vraiment travailler, c'est soi-même, sur sa propre capacité à gérer les crises. Et ensuite, il faut simplement être actif. Et c'est pourquoi, la deuxième chose, c'est certainement d'être fort physiquement, mentalement, financièrement, socialement et organisationnellement. Et là où on ne l'est pas, il faut agir maintenant. Profiter du temps jusqu'à l'arrivée de X, Y, Z. Et la troisième chose, ne crois personne, personne, absolument personne. Et c'est aussi ce que je dis toujours quand les gens commentent sous mes textes. Oui, je pense que M. Regenauer est sérieux, on peut lui faire confiance. Mais je répète, ne me croyez pas, ne croyez personne. Lisez ABC et triangulez avec diverses sources, et la seule personne à qui vous devriez croire, c'est vous-même. Votre propre intuition, votre propre compréhension de la réalité, cela n'existe que dans votre tête. Donc, chacun a sa propre cartographie morale, ou son propre code de valeur morale, ou peu importe comment on l'appelle, ainsi que sa propre situation personnelle. On ne devrait faire confiance ou croire qu'en soi-même, à son propre jugement, à sa propre intuition. Si dès le début, on sent qu'il y a un problème, c'est sûrement vrai. Peu importe si 10 personnes essayent de vous convaincre que c'est génial, si cela ne vous semble pas juste, si ce n'est pas bon pour vous, alors il faut laisser tomber. Alors ne croyez personne et faites confiance à votre intuition. Faites ce que vous pensez être juste, et non ce que le reste du monde attend de vous. Rappelons-le, seuls 3 sujets étaient demandés, mais un 4e a été ajouté. Il ne faut pas trop consommer de médias, car 99% de leur contenu est insignifiant. Et si l'on veut avoir la paix intérieure et un équilibre mental, il vaut bien mieux éteindre toutes ces bêtises d'écran à 18h le soir et prendre un livre en main, ou jouer à un jeu de société en famille, voir des amis, sortir, faire du sport, suivre un cours d'autodéfense ou de langue, peu importe. Et lire un livre sur le canapé, c'est bien plus relaxant et cela apporte un équilibre intérieur. Parce que, comme je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de suivre chaque rumeur qui circule. Si une bombe explose, le voisin vous l'expliquera déjà le matin, ou un collègue. Si le train s'arrête ou si le supermarché ferme, on le remarque aussi. Les grandes choses, on les remarquera aussi.
même si on ne passe pas 4 heures par jour sur Twitter ou qu'on n'a pas écouté 12 podcasts, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Il suffit de se déconnecter davantage et de se concentrer sur soi et ses activités, ce qui permet d'être mentalement plus équilibré. Superbes impulsions. Comment ça s'est passé pour toi, Tom? Tu es parti assez tôt en Suisse pour échapper à tout ce cirque ici. As-tu déjà eu ce type d'impulsion? C'est assez rare chez les gens. La plupart des gens restent peut-être coincés dans le système jusqu'à 30, 40, 50 ou même 50, 60 ans, aimeraient en sortir mais n'osent pas suivre cette impulsion. Pourquoi l'as-tu appliqué si tôt dans ta vie? Je pense que cela est en grande partie dû à l'éducation, parce que ma mère elle a toujours essayé de m'apprendre que la responsabilité personnelle est essentielle et qu'il ne faut laisser personne te dire quoi faire. Peu importe ce que dit le reste du monde, on fait seulement ce qu'on veut. Toujours, sur tous les sujets et domaines, j'ai agi ainsi toute ma vie. C'est pour cela que je n'ai jamais voté. Je n'ai jamais voté car à 15 ans, j'avais déjà compris que tout ça, c'est comme le Truman Show. Les élections ne changent rien, seule l'action personnelle modifie l'environnement. Et puis j'ai eu la chance de commencer à faire de la musique et à jouer des instruments dès mon enfance. À un moment donné, au milieu des années 90, quand la culture hip-hop est apparue et que je m'y suis intéressé, parce qu'au début, c'était d'abord anti-establishment, donc c'était vraiment une sous-culture critique envers l'autorité. D'autre part, peu importé la couleur de peau, l'argent qu'on avait ou d'où l'on venait, seul le talent permettait d'obtenir le respect ou d'intégrer cette communauté. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il y avait une forte attitude du fais-le toi-même, que s'il n'y avait pas de producteur, on commençait à produire soi-même. S'il n'y avait pas de studio d'enregistrement, on s'en construisait un. S'il n'y avait pas de concert ou d'événement, on en organisait. Donc on faisait simplement soi-même ce qu'on voulait. Et bien sûr, au début, on n'a aucune idée de comment construire un studio d'enregistrement, mais on l'apprend en le faisant. Et c'est exactement comme ça que j'ai procédé toute ma vie, dans tous les domaines. Et à 18 ans, j'ai fondé ma maison de disques pour sortir nos albums. Et ensuite, j'ai évidemment aussi travaillé parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent avec la musique. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir assez tôt accès à la littérature, à l'adolescence, par exemple, avec la bande à Bader ou des choses comme ça, et Le pendule de Foucault d'Umberto Eco. Évidemment, ça m'a poussé à lire davantage et à m'informer plus, et qu'on comprend assez tôt ce qu'est le système des banques centrales, et ainsi de suite. Ce que Bretton Woods signifie réellement et qui en est responsable. Voilà pourquoi je fais cela depuis 30 ans. C'est seulement ces 5 dernières années, en principe, que j'ai publié des livres. Avant cela, c'était la musique. Mais le même message est transmis qu'avec les livres, juste sous une autre forme. Donc à ce niveau-là, quitter l'Union européenne, en 2008, il y a eu la crise financière et tout simplement, là où je travaillais, les projets concernés ont été arrêtés. J'ai d'abord cherché un nouvel emploi. Deuxièmement, le label m'avait tellement ruiné financièrement que soit je pouvais purger cette galère en prison, soit je devais trouver un moyen de générer des revenus. Et troisièmement, je savais ce que l'Union européenne allait devenir, c'était déjà prévisible à l'époque. Et avec ces 3 raisons en tête, je suis donc rapidement parti en Suisse et j'ai essayé de trouver un travail, simplement en me basant sur un contrat de travail, puis en louant un appartement et en obtenant un permis de séjour. Et ça a très bien marché. Donc, comme je l'ai dit, si on agit et qu'on essaye de positionner sa valeur sur le marché grâce à l'éducation et à une attitude proactive, en général, des opportunités se présentent aussi. Beaucoup de gens pensent simplement qu'on devrait leur apporter les opportunités ou les livrer à domicile. Mais on a des opportunités que si on sort et qu'on agit. Quand on communique, quand on interagit avec les autres, et surtout quand on fait des erreurs. C'est la chose la plus normale du monde. Les Américains ont une culture plus saine à ce niveau-là. On essaye tout simplement. Si ça ne marche pas, l'important ce n'est pas combien de fois on tombe, mais combien de fois on se relève et qu'on recommence. Et pour moi non plus, tout n'a pas parfaitement fonctionné du premier coup. Il faut simplement une certaine discipline et de la persévérance pour continuer, rester actif et construire le monde dans lequel on veut vivre soi-même. C'est à nouveau sa propre responsabilité. Et je crois que c'est quelque chose que ma mère m'a bien inculqué à travers sa propre attitude politique. Très impressionnant. Je dois aussi avouer quelque chose. J'ai tellement de fois tout gâché, j'ai tellement de fois recommencé à zéro, je me suis tellement de fois perdu dans la vie, mais j'ai toujours continué. Et le truc, c'est ce que tu viens de décrire. De nouvelles portes s'ouvrent quand on continue d'avancer. Tu es allé en Suisse
Et pendant que tu es allé en Suisse, dans ta peur, dans ton incertitude, énormément de nouvelles opportunités se sont présentées. Des opportunités que tu n'aurais même pas pu imaginer ou planifier à l'avance, simplement parce que tu as pris tes responsabilités. Exactement. J'ajouterais que ce n'est pas forcément lié à la peur, car en fait, je n'ai fondamentalement peur de rien. C'est très sain dans la vie. J'éprouve du plaisir à faire de nouvelles choses, à découvrir de nouveaux pays, à relever de nouveaux défis et à m'apprendre de nouvelles compétences. Parce que apprendre, c'est amusant. Je ne savais pas construire un studio d'enregistrement à l'époque, mais j'ai adoré l'apprendre. Parfois, un haut-parleur explose à cause d'un câble mal branché, et maintenant je sais ce qu'est une boîte de direct injection ou ce genre de choses. Mais c'est amusant. J'éprouve beaucoup de plaisir à faire de nouvelles choses, à sortir de la routine, à voyager seul pendant des semaines dans d'autres pays, et je n'ai jamais eu peur de ça. Je ne sais pas non plus pourquoi les gens en ont peur. On devrait considérer cela comme un enrichissement quand on fait de nouvelles choses, et surtout, l'apprentissage tout au long de la vie est un grand enrichissement et un grand moteur de motivation. Regardez Roger Williamson. C'était l'une de ces personnes qui, en effet, quand on voyait ses interviews ou ses vidéos de ses voyages en Afghanistan, etc., il était aussi curieux qu'un enfant de 10 ans, peu importe l'âge qu'il avait ensuite. Il posait vraiment des questions avec intérêt et il était tellement ouvert et avide de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer des gens, de voir d'autres endroits, d'acquérir des connaissances. Si on peut garder cette curiosité et cette joie de la nouveauté que les enfants ont, alors on a aussi une vie très épanouie. Mais d'une certaine manière, la plupart des gens semblent perdre cela à partir de leur entrée dans la vie professionnelle. Là, ça disparaît, on tombe dans la routine, il faut payer des factures, et la vie perd, plus on la connaît. Mais bien sûr, ce n'est pas une attitude saine envers la vie, et tu l'as dit dès le début. La vraie révolution, c'est vivre heureux. J'ai une fille de 3 ans et regarde les enfants. Cette curiosité qu'ils vivent chaque jour, cette ouverture, le fait de poser des questions, je crois que c'est l'élixir de vie absolue là dehors. Penser avoir compris la vie et devoir fonctionner ainsi les prochaines décennies est un modèle très ancien. Et je pense que si on veut vraiment traverser la vie avec une certaine joie de vivre, alors la curiosité, l'ouverture d'esprit et le fait de poser des questions sont vraiment les choses les plus importantes. Ouais, et l'apprentissage tout au long de la vie, parce que le cerveau est le seul organe qui se développe toute la vie, et celui qui arrête d'apprendre, au final, tue son cerveau. Donc, si on apprend des instruments, des langues, qu'on fait du sport, qu'on voyage et qu'on accumule de nouvelles impressions et expériences, c'est quelque chose qui permet au cerveau de grandir et de se développer tout au long de la vie. C'est le seul organe qu'on peut entraîner toute sa vie et aussi revitaliser un peu s'il a été endommagé ou affaibli. Donc oui, Les enfants au pouvoir était une belle chanson d'une personne qui malheureusement n'a rien compris à ce qu'elle écrivait, évidemment comme on l'a vu ces dernières années, mais oui, tout à fait. Cette curiosité et cette soif de savoir, cet apprentissage tout au long de la vie, c'est quelque chose qui, au moins pour moi, rend mon quotidien très heureux. C'est très beau. Parlons des jeunes. L'État veut les protéger des réseaux sociaux. Cela semble très noble au premier abord. Les enfants consomment beaucoup de sucre, de plats préparés et de dopamine à chaque pause. S'agit-il vraiment de la protection des jeunes ou l'État a-t-il plutôt peur en ce moment de perdre le contrôle des récits sur les plateformes sociales? Oui, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Bien sûr, la question de la protection de la jeunesse est avancée comme prétexte pour introduire quelque chose que l'on avait déjà en réserve depuis longtemps. L'identité électronique et le permis de conduire Internet font l'objet de discussions depuis longtemps. Cela existe déjà depuis 2 décennies, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr, nous avons maintenant l'infrastructure technologique nécessaire. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Maintenant, on l'a. Et d'autre part, on dispose maintenant, bien sûr, des leviers appropriés pour mettre cela en marche. En effet, dans de nombreux cas, c'est la crise migratoire. Voyez le Royaume-Uni, où l'on veut maintenant maîtriser la migration en introduisant de tels systèmes. Bien sûr, il serait bon de protéger les enfants et les adolescents de ce défilement incessant d'écran. Mais on y parviendra difficilement en confiant de telles responsabilités à l'État. Car au final, c'est la famille qui est responsable de l'éducation. J'aimerais entendre l'avis des téléspectateurs, lecteurs, auditeurs ou de toute personne. Un exemple où, à long terme, cela a bien fonctionné, que l'État soit intervenu quelque part et ait pris en charge la réglementation. En effet, je n'en connais aucun, ni aucun exemple où les élections ont durablement apporté plus de prospérité et de liberté à une société.
En effet, il n'y a pas non plus d'exemple historique à ce sujet. Donc ce prétexte de protection de la jeunesse serait bien s'il fonctionnait, mais c'est une tâche éducative, il faut vraiment regarder du côté des parents. Et là, je peux encore parler de ma mère qui m'a dit qui m'a dit à l'époque, la télévision rend idiot. C'est une phrase simple, mais je m'en suis souvenu. Je me disais, bon, si c'est vrai, on ne veut pas devenir idiot non plus. Et après, j'étais aussi fier d'être le seul dans la classe à ne pas avoir de câble, mais à lire des livres à la place. Et puis, il y avait 20 personnes qui demandaient si j'avais déjà vu Knight Rider. Mais moi, j'avais lu ce livre, j'ai fait un exposé dessus à l'école au lieu de faire mes devoirs à la maison. Et j'ai eu un 20 sur 20. Donc, il faut aussi pouvoir être fier de ses particularités et de sa différence. Et je pense que la question de la migration, la question de la protection de la jeunesse, et ensuite aussi la question du changement climatique, entre guillemets, ce sont les trois grands leviers avec lesquels on essaye d'introduire un système de crédit social. Et cela se fera justement sur la base de l'identité électronique, comme la Grèce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'a montré au début de l'année. Ce qui va évidemment se passer, c'est qu'on va utiliser l'un de ces numéros clairement attribuables, l'identité électronique, le numéro d'identification fiscale ou quelque chose de ce genre, pour lier ton comportement sur les réseaux sociaux à cela. En Grèce aussi, c'est présenté comme une mesure pour protéger les jeunes et vérifier l'âge. Mais comment vérifie-t-on que quelqu'un est mineur en vérifiant tout le monde? Comment faire autrement? Donc voilà. C'est un prétexte très simple pour introduire un système qu'on veut mettre en place depuis longtemps. Maintenant, on a le récit. Parce qu'on voit, avec les zombies et leurs écrans devant le visage, que cela a vraiment des effets désastreux sur le cerveau et la société. Le smartphone, il n'existe que depuis 15 ans. L'intelligence artificielle pourrait être bien pire dans 15 ans. Et d'autre part, c'est qu'avec la crise migratoire, on a évidemment un levier parfait en ce moment, parce que cela fait naturellement très peur à la plupart des gens. Et à juste titre, voilà, les problèmes dans le pays sont abordés. Que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est un sujet partout. Mais très peu de gens prennent la peine de se demander d'où cela vient-il. Et j'aime toujours rappeler qu'en mars 2000, les Nations Unies ont publié un document. Cela s'appelle Migration de remplacement. Est-ce la solution au vieillissement des populations? Migration de remplacement, une solution pour les sociétés vieillissantes? Et il y est indiqué combien de millions de personnes devront immigrer en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis au cours des 25 prochaines années pour maintenir le produit intérieur brut au niveau souhaité. Comme je l'ai dit, c'était en mars 2000. 18 mois plus tard, le 11 septembre a eu lieu, lançant la guerre contre le terrorisme, et on a imposé la démocratie partout où on n'en voulait pas et où l'on soupçonnait des terroristes. C'est alors que les flux de réfugiés ont commencé. Et il a donc fallu 24 ans pour que cela conduise dans les pays européens aux situations actuelles qui permettent désormais d'avoir un levier politique pour mettre en place des choses comme une identité électronique ou une vérification de l'âge. C'est pourquoi, surtout pour les jeunes, il faut absolument s'engager pour l'avenir de notre espèce, pour les générations futures, pour que cette identité électronique ne soit jamais généralisée et reste toujours volontaire. Si quelqu'un en a envie, qu'il le fasse, mais cela ne doit jamais devenir obligatoire. Et bien sûr, il est absolument conseillé à chaque foyer de réguler le temps d'écran. Je ne comprends pas non plus pourquoi les moins de 16 ans devraient avoir un smartphone. Ils devraient, si jamais, avoir quelque chose comme ça. Oui, un bon vieux téléphone basique. Ils peuvent appeler à la maison ou être appelés. Nous n'avons pas besoin des réseaux sociaux car chaque fois qu'on les ouvre, c'est comme se tirer une balle dans la tête. Et si le smartphone était une balle dans la tête, alors l'IA, c'est la mitrailleuse. Donc, plus on tient les enfants éloignés de ça jusqu'à ce qu'ils soient cognitivement mûrs, mieux c'est pour eux. Et si tu regardes, Tom, où les gourous de la tech envoient leurs enfants, il ne s'agit généralement pas d'écoles d'intelligence artificielle, de métavers ou totalement numérisées, mais d'écoles en pleine nature, Montessori ou Steiner, où les enfants acquièrent encore des expériences sensorielles. Et puis, l'utilisation du téléphone portable est fortement retardée. Les applications sont de toute façon interdites. Et j'ai travaillé auparavant comme professeur de lycée. Je serai le premier à confisquer immédiatement le téléphone portable de tous les jeunes, mais pour des raisons pédagogiques. Mais d'un autre côté, quand j'entends qu'aux États-Unis, TikTok est actuellement absorbé, soi-disant parce que les Chinois sont derrière pour des raisons d'espionnage.
Netanyahou dit qu'en ce moment, TikTok est le plus grand danger parce que là, un peu, le récit nous échappe. Alors, il semble qu'il y ait aussi ici une sorte de grande stratégie, qu'on ne veuille tout simplement pas lâcher le monopole de l'opinion chez les 10 à 16 ans. C'est exact. Toute cette bulle autour de l'intelligence artificielle et de la ZEG a bien sûr... J'oublie toujours si c'était Forbes ou Fortune qui écrivait à l'élection de Trump que la mafia PayPal dirigeait les États-Unis. Mais c'est tout à fait vrai. Oracle est en train de devenir l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Tout d'abord, Larry Ellison, le patron et fondateur, a maintenant légué à son fils la moitié du réseau d'information. Avec Paramount et un conglomérat médiatique d'une taille jamais vue auparavant. C'est incroyable ce qui est en train de se créer. Et d'autre part, il faut bien voir qu'en coulisses, toutes ces entreprises se financent mutuellement. Donc, ce que les gens pensent être le marché du futur est en réalité un réseau auto-amplificateur, une bulle. Alors, Nvidia donne de l'argent à XAI, puis Oracle à Nvidia, et OpenAI, avec Chat Generative Pre-trained Transformer, achète à son tour des capacités de serveurs chez Amazon, qui achète ensuite ses puces chez Nvidia. Donc, c'est un cercle vicieux. En fait, un système de Ponzi qui s'est formé là. Ils se refilent mutuellement des milliards, ce qui augmente bien sûr leur valeur boursière et leurs perspectives futures et attire des investisseurs. Et d'un autre côté, il y a toujours ce débat selon lequel XAI serait le projet cool d'Elon Musk, l'antithèse de l'oligarchie technologique de Bill Gates ou de Larry Ellison. Ce qui est évidemment absurde, car au début de l'année, un consortium a été fondé par XAI, c'est-à-dire la société mère de Musk, également pour Twitter, par le XAI de Musk avec Microsoft, BlackRock et Nvidia pour le développement de l'intelligence artificielle, et qui gère au sein de la Maison-Blanche le développement de l'intelligence artificielle. Palantir collabore avec Accenture Federal Services et Oracle occupe maintenant un rôle clé dans ce domaine. Bien sûr, à travers la reprise de TikTok, on essaye de gérer le récit afin que le complexe occidental puisse imposer sa propagande, car évidemment, Israël a déjà perdu la guerre de la propagande dans le monde entier, il n'y a plus rien à sauver. Donc, même à l'Organisation des Nations Unies, les gens quittent simplement la salle quand Netanyahou arrive encore avec ses cartes stupides et essaye d'expliquer pourquoi tout cela serait encore de la légitime défense. Désolé, ça ne marche tout simplement plus. Même cette reprise de TikTok ne changera rien, d'autant que cela ne concerne que la filiale américaine. C'est pratiquement pour une bouchée de pain ou pour une somme dérisoire, donc le montant qu'il perd là-bas, c'est vraiment ridicule. Ce serait bien plus élevé avec une vraie évaluation de marché. Donc c'est clairement un coup de propagande, soit pour ne pas perdre le contrôle du récit et ne pas le laisser filer. Et d'autre part, si on regarde les liens économiques derrière tout ça entre XAI, OpenAI, Oracle, Nvidia, BlackRock et ainsi de suite, toutes ces entreprises, on se rend assez vite compte que ce marché est aussi complètement surévalué. Cette bulle finira par éclater. Donc cela a déjà pris des proportions bien pires que la bulle immobilière de l'époque qui avait conduit à la crise financière. À ce sujet, il existe plusieurs bons articles, même récents, que l'on peut consulter. Et même en cas d'urgence, moi, si on doit regarder sur Twitter, il y a maintenant suffisamment de courtes analyses sur le sujet. Il ne faut pas investir là-dedans et il s'agit clairement de gestion du récit. C'est pourquoi on veut aussi introduire cette identité électronique et la vérification de l'âge. Parce qu'ainsi, il sera bien sûr possible d'identifier clairement qui a diffusé des propos haineux, entre guillemets, sur Twitter ou ailleurs, à qui l'on pourra alors envoyer des avertissements ou une perquisition. Comme au Royaume-Uni, il y a eu, je crois, l'année dernière, 12 000 cas d'arrestation et d'ordonnance pénale à cause de publications sur les réseaux sociaux. Donc appeler encore ça une démocratie, c'est ouvertement totalitaire. Et c'est exactement vers cela que le reste du monde est en train de se diriger en ce moment. Pour certains, c'est sous prétexte de vouloir lutter contre l'antisémitisme, pour d'autres, à travers la vérification de l'âge, pour d'autres encore, à cause de la crise migratoire. Parce qu'on choisit évidemment toujours le récit qui pourrait le mieux fonctionner sur le plan de la propagande dans chaque État-nation, tout comme on a vu différents récits pendant le Covid. Et différents États-nations abusifs. Bon, alors qu'en Australie, le camp d'hygiène a fonctionné et que les gens ne se sont pas rebellés, en Allemagne, malgré un récit qui fonctionnait bien, cela restait un tabou. Quand ils ont parlé de loger des gens dans des hôtels avec une clôture ou de créer un camp de quarantaine,
Même les partisans des mesures Covid trouvaient cela trop dystopique, car un tel camp évoque vite les camps de concentration. Donc c'est pourquoi on adapte toujours la vente à chaque pays avec le récit approprié. Et il faut donc partir de ce principe. Après la visite de Netanyahou, l'algorithme de Twitter a également été modifié. Ça a très bien marché et ces influenceurs touchent environ 7000 par post pro-israélien. Et maintenant, TikTok est connecté à la base de données d'Oracle, ce qui permet de contrôler le récit. Donc c'est vraiment évident ce qui se passe là. Tu parlais de gestion du récit, ce que je trouve intéressant. Est-ce qu'on voit cela aujourd'hui quand l'Australie, le Royaume-Uni ou la France reconnaissent la Palestine tout en livrant des armes à Israël? Donc une hypocrisie et une schizophrénie occidentale extrême, ou comment tu qualifierais cela? Oui, c'est difficile à dire, bien sûr. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un Macron ou de quelqu'un d'autre. Et puis, que maintenant, être vraiment sûr si ce n'est qu'une question d'image de façade, qu'on essaie donc maintenant que même le dernier idiot doit remarquer qu'il s'agit d'un génocide. Est-ce qu'on veut encore se positionner publiquement d'une certaine manière pour ne pas passer pour un idiot après? Ou bien s'agit-il vraiment de positions authentiques? Donc j'ai des doutes là-dessus, parce qu'à mon avis, il n'y a rien d'authentique en politique. Donc de ce point de vue, ça m'étonnerait vraiment que Macron et les autres changent réellement d'avis de façon authentique ou prennent soudainement position. Je pencherais plutôt, si je devais spéculer, pour l'idée qu'il s'agit là de manœuvres géopolitiques, parce qu'au fond, si l'on observe, si on a lu par exemple Tragedy and Hope, que j'ai déjà mentionné, de Quigley, et qu'on s'est intéressé à l'histoire de Cecil Rhodes, Alfred Milner, William T. Stead, et des personnes qui, vers 1898-1899, ont fondé le groupe Round Table. Et par la suite, ils sont en fait aussi responsables de la préparation de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des institutions supranationales que nous avons aujourd'hui. Alors, il devient aussi évident que, si l'on connaît l'accord Sykes-Picot et la déclaration Balfour, et qu'on voit qui est responsable de la création d'Israël. J'ai vécu et travaillé 18 mois en Israël, tout le monde là-bas le sait, du simple chauffeur de taxi au vendeur de houmous jusqu'au président directeur général. Tout le monde sait comment et pourquoi ce pays existe, comment il a été fondé et financé, et que c'était un projet de colonisation de l'élite bancaire britannique qui a commencé depuis longtemps, depuis les années 1850, à y amener des gens. Donc, si on connaît l'histoire et qu'on sait pourquoi Israël existe dans cette région, ou ce que cela apporte aux forces géopolitiques qui nous dominent, le fait qu'il soit là, alors je serais plutôt enclin à penser qu'il s'agit finalement d'envoyer Israël contre le dernier pays qui n'a pas encore été officiellement et militairement de façon cinétique, attaqué. Et ce pays, c'est justement l'Iran. Comme annoncé à l'époque, tous les autres ont subi un changement de régime dans la lutte contre le terrorisme et ont été placés sous contrôle. Le seul pays contre lequel on n'a pas encore osé déclencher une guerre ouverte, c'est l'Iran. Et Israël, cela fait des semaines, des mois, voire des années que Netanyahou l'affirme. J'ai récemment vu un montage datant des années 70. Quelque part, si je ne me trompe pas. Ça remontait jusqu'aux années 70 où, depuis lors, Netanyahou avertit que l'Iran est le principal problème et qu'il attaquera l'Amérique ou Israël. Et maintenant, bien sûr, cela est ravivé. Et je pense que si je devais spéculer, ce serait plutôt qu'on rassemble les fronts pour voir qui aura affaire à l'Iran, où et comment. Ce sera Israël à la fin. Ils subiront sans doute une attaque initiale, un false flag, ou seront attaqués d'une façon ou d'une autre. Les Américains devront intervenir, puis une coalition de volontaires se formera comme d'habitude à suivre l'évolution. Je crains qu'un embrasement global menace encore le Moyen-Orient. Ce qui se passe en ce moment ne doit être que le début, car ce projet du Grand Israël, dont le gouvernement radical de droite Likoud Netanyahou aime parler, est tout à fait sérieux. Donc, s'ils veulent le Grand Israël, cela ne se fera probablement pas sans une guerre plus vaste et une guerre contre l'Iran qu'ils peuvent mener sans que les Américains soient impliqués. Donc tu penses que l'action de Donald Trump en juin n'était qu'un avertissement et qu'il va vraiment se passer quelque chose d'important en Iran dans les prochaines années, au Cavaletta?
C'est probable, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je l'avais déjà évoqué dans mon article de novembre 24 lors de l'élection de Donald Trump, parce que dans son cabinet, ou déjà à l'époque parmi les personnes pressenties pour le cabinet, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouvertement depuis longtemps qu'il fallait enfin attaquer l'Iran. Oui, les citations de Pete Hegseth et d'autres figurent dans l'article. Trump Reloaded est sur mon site web, et je pense que c'est un scénario tout à fait plausible qui se produira dans un avenir pas trop lointain. La guerre de propagande est finie, Israël l'a perdue et Gaza est quasiment détruite. Je ne vois pas ce qu'il reste à faire là-bas. Bon, ils détruisent encore les quelques bâtiments qui restent debout. Mais sinon, je crois que les nouveaux chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parlent de 60 à 70% de toutes les structures dans la bande de Gaza qui sont désormais détruites. Donc il ne reste plus grand-chose contre quoi on pourrait encore faire la guerre. Dans le cabinet, Netanyahou me semble le moins dangereux. Si tu regardes ces ultra-nazis Ben Gvir et Smotrich qui déterminent la politique de sécurité d'un pays, qui veulent faire avancer le projet du Grand Israël, je pense que beaucoup de choses vont encore se produire dans les prochaines années et la communauté internationale soutiendra sûrement cela. Oui, malheureusement. Ce sera une faute historique qui entrera dans les livres d'histoire, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'un des génocides les plus ouverts, dévastateurs et incroyables sous les yeux du public que l'on ait jamais vu. Comme je l'ai dit, j'ai longtemps travaillé là-bas, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Gaza, et j'ai des amis des deux côtés. Et oui, ça m'est complètement égal de savoir quelle religion quelqu'un a. Au final, les gens là-bas veulent aussi simplement vivre en paix et dans la prospérité, et non pas dans une zone de guerre permanente ou une zone d'occupation. Et les gens ordinaires, comme je l'ai dit, le vendeur de houmous, le chauffeur de taxi, l'employé d'hôtel, les personnes que l'on rencontre au café, à la plage ou dans la rue, eux non plus n'ont pas envie de ce gouvernement. Comme dans tous les pays du monde, il y a 10-15% de radicaux extrémistes qui là-bas justement... Et le sionisme n'a rien à voir avec la foi juive, la plupart des sionistes sont athées. Quiconque s'est déjà penché sur Théodore Herzl et les écrits des premiers sionistes, ou sur Ben Gourion, sait que cela n'a absolument rien à voir avec la foi. Je me fiche de ce que pensent les gens. Et les Israéliens ainsi que les habitants de la bande de Gaza s'en fichaient aussi quand j'y étais. Malheureusement, j'ai encore environ 8 à 10 numéros de personnes d'Israël dans mon téléphone. Ils sont tous encore là. Et sur les 10 ou 12 numéros que j'avais de la bande de Gaza, je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui soit joignable. Tom, je pourrais discuter avec toi pendant des heures. J'ai trouvé la conversation vraiment très intéressante. Pour finir, on va faire court et efficace. Un petit jeu de soit l'un, soit l'autre. Tu dois choisir, même si c'est difficile. Qui préférerais-tu avoir sur une île déserte, Donald Trump ou Karl Lauterbach? Trump. Qui est-ce le plus sous-estimé, Donald Trump ou Vladimir Poutine? Poutine. Où trouve-t-on plus de vérité, dans le Tage Show ou sur Telegram? Telegram. Quel argent a de l'avenir, le Bitcoin ou l'euro numérique? Alors plutôt le Bitcoin. Contrôle total ou nouvelle liberté pour notre avenir? Nouvelle liberté. Tom, c'est un vrai plaisir de te parler. Merci pour cette excellente conversation. Cette conversation va réveiller les consciences et je te souhaite le meilleur. Merci pour l'invitation, j'ai aussi apprécié. Volontiers et pour une prochaine fois. Merci beaucoup.